Je vais m'adresser à Jean-Pierre sur ce que je disais tout à l'heure, à la fois sur cette clinique de la non-demande, comment elle est traduite, et je pense que tu pourras aussi développer deux axes sur lesquels je pense que tu as aussi pu avoir une expérience, c'est à travers l'intervention précoce, comment ce travail-là aussi est possible auprès des adolescents, donc les mineurs en l'occurrence, mais aussi de ta casquette précédente qui est du point de vue politique, à l'époque président de la Fédé, comment ce sujet-là, et en tout cas, est abordé avec les représentants de la DICTO dans le cadre de l'amélioration de son traitement. Alors merci, je vais moi aussi essayer de faire vite pour garder le côté interactif et que les questions qu'on est obligé de relayer puissent être relayées, mais voilà, moi ça me va bien le niveau d'échange qu'on a et l'interpellation que tu fais après ce que viennent de dire Katia, Jean-Maxence et Fabrice, avec lequel on a usé quelques fonds de culotte sur certains de ces colloques où on avait l'impression qu'on se demandait à quoi ça servait. Alors, pour le clinicien, je vais redire des choses que certains connaissent. Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu presque la façon dont on a déshabillé ma pratique. Je n'étais pas né dans la RDR, je n'avais pas été formé à la RDR, ça n'existait même pas dans les lieux où j'étais. Ayant choisi, ça paraît aberrant aux jeunes étudiants aujourd'hui, puisque tout le monde doit faire un doctorat. À l'époque, il y avait soit le DSS, soit le doctorat. Donc, ayant choisi d'être un praticien, je ne passais pas mes journées à chercher la littérature étrangère. Et donc, un jour, quand on m'a dit « tu n'as pas vu des articles sur truc, tu es un salaud, tu n'as pas fait un », écoutez, avant de me dire que je suis un salaud, montrez-moi les articles. Effectivement, je ne les avais pas lus de l'intérêt de l'approche RDR. Et donc, j'ai eu un premier choc. Non, mais il faut le raconter aussi comment ça s'est vécu par des praticiens. Et je trouve que l'avantage de l'approche expérientielle, c'est que ça s'applique à tout le monde. Chacun a fait son expérience. Et donc, il y avait là quelque chose d'intéressant. Et quand tu cherches après à comprendre en disant j'ai pas une structure très paranoïaque, donc je le dis, c'est peut-être là, tu te dis effectivement le système de la loi de 70 ferme le débat, et Katia le rappelait, puisqu'il ancre dans la tête que soit tu es du côté du délit, soit du côté de la maladie addictive, et que la maladie ne peut être qu'une maladie addiction et qu'il ne peut pas exister d'intermédiaire et de choses autres. Alors pour rester sur le sujet, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on a laissé rentrer, on va pas faire l'histoire de ça, la RDR, on a découvert trois choses. On a découvert tout l'intérêt de s'intéresser à l'usage en tant que tel, et pas obligatoirement comme une maladie, mais comme un comportement sur lequel on pouvait agir pour en diminuer un certain nombre d'inconvénients, et ça, après tout, ça participait d'une politique de santé. On a découvert les usagers cachés. Alors, on a souvent discuté des usagers cachés parce que selon les périodes, ils peuvent changer. Mais les usagers cachés à ce moment-là, c'était ceux qui ne voulaient pas aller dans des lieux où on montrait, où on marquait dessus, ici on soigne, égal, on va vous rendre abstinent. Voilà. Donc, ceux qui avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas forcément qu'ils ne voulaient pas être abstinents, mais que c'était une proposition hors de sujet pour eux, ou hors de portée pour eux. Quand tu es jeune, c'est hors de sujet. Quand tu es ancré dans des comportements, tu te dis, c'est hors de portée. Bon. Eh ben, ils venaient pas. Et on les a trouvés quand on a fait de l'échange de seringues, quand on a fait des maraudes, quand on a fait d'autres propositions, je les détaille là. Et la troisième chose qui a bouleversé, et que je crois au Pélia, on essaye d'incarner au-delà des premières approches, d'où l'intérêt des usagers pairs, c'est que les savoirs doivent se partager. Les savoirs professionnels ont un intérêt incontestable, mais les savoirs des usagers ont un intérêt tout aussi incontestable par rapport aux pratiques que l'on a à courir. Alors je me rends, tu m'interroges sur une deuxième chose, je me suis rendu très peu populaire auprès d'un certain nombre de mes camarades d'une addictologie plus hospitalière et plus ancrée, parce que, par exemple, je leur ai rappelé que dans ces années-là, ce qui a inventé la médecine des addictions, ce n'est pas la recherche universitaire, c'est pas le niveau 3 de l'hôpital, et c'est pas une attaque contre ça, c'est la rencontre entre des usagers qui avaient bidouillé des solutions et un certain nombre de médecins généralistes
qui avait accepté de réfléchir à cette solution. Et ensuite, parce que je ne suis pas un extrémiste, même si on est dans un décor qui peut faire penser à une conférence de presse annonçant une bombe qu'on aurait déposée dans une gare de banlieue pour prendre en otage, voilà. Mais ensuite, la recherche hospitalière, la recherche de niveau 3, le travail scientifique que je suis loin d'attaquer, a permis de bien modéliser, de bien construire, de bien s'emparer, parfois d'ailleurs en rendant un peu trop clean certains comportements, mais on pourrait en discuter. Donc voilà pour répondre sur la partie sur la clinique, hein, c'est-à-dire que la clinique a été amputée et je dirais qu'il en reste une deuxième chose, je vais rebondir sur 2 points encore, sur lesquels Fabrice avait l'air de partager avec moi certaines questions, c'est que comme on nous a donné comme planche de salut la médecine, on a un risque de réductionnisme des questions d'addiction aux seules questions médicales. C'est-à-dire que vous pouvez creuser tout ce que vous voulez dès lors que vous restez sur le champ médical. Et ça m'amène au 3e point. Quand tu as le malheur de dire, mais la question sociale, pour reprendre mon introduction, la question politique, la question économique, la question migration. Alors moi, je me suis amusé à en décliner à travers la société, enfin amusé. J'ai travaillé un certain nombre d'années à travers la notion de société addictogène pour dire qu'on pouvait le prendre sur le plan économique, avec les migrations, sur le plan culturel, avec la culture de l'intensité du tout là, sur le plan anthropologique, avec l'individu qui... Bon, je ne vais pas vous refaire mes 4 pieds de ce contexte addictogène, mais on se retrouve avec un réductionnisme médical qui nous autorise à débattre dès lors qu'on reste dans ce champ-là et qui interdit, le problème étant que le changement arrivera à venir si on accepte de sortir de ce champ-là. Parce que si c'est qu'une question médicale, le binôme pénalisation-médicalisation, il ne va pas souffrir. Il ne va pas souffrir. Donc la seule façon que l'on peut, enfin la seule façon, ce sur quoi il ne faut plus maintenant céder, c'est sur l'ouverture du débat à la question sociale, à la question économique. Alors, je bouclerai là-dessus. Katia y faisait allusion. Indirectement, je suis pas un fétiche, je suis pas passionné par les sous-débats comme ça par produit, mais la question du CBD est intéressante parce qu'on leur dit ceci est une marchandise et donc organiser la circulation de cette marchandise. J'avais dans une autre discussion évoqué par exemple ce qui s'est passé avec les boissons énergisantes interdites de vente de 90 à 2000 et quelques parce que la France nanana. Puis un jour, la communauté européenne dit vous pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'interdire ce produit, et comme on n'avait pas voulu se préparer à sa commercialisation, eh bien, une marque X a tout emporté et a transformé ces boissons, je dirais pas en poison du siècle, mais c'est quand même pas très intéressant ce qui se joue autour du rôle qu'on a donné à ces boissons dans cette culture de l'intense, de l'extrême, ainsi de suite. Donc, à ne pas vouloir poser ces questions-là, effectivement, on est perdant. Alors, après, ma grande déception, c'est ce que vous disiez, et là je n'ai pas plus de solution que vous, c'est l'incapacité de nos politiques et la difficulté à trouver quelque politique que ce soit qui, enfin, en tout cas, à un certain stade, je rejoins ce que disait Jean-Maxence, qui tiennent ce débat-là, qui soient capables de l'assumer, qui soient capables de le porter. Tu évoquais, c'est une drôle de maladie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils se rapprochent d'être président, et puis ensuite il y a les ex. Une fois qu'ils ne sont plus en responsabilité, ils sont tous passionnés. Tu te dis, merde, les moments où vous aviez le pouvoir, c'est les moments où vous avez oublié l'intérêt qu'il y aurait eu à mettre en route une politique différente. Alors, je ne sais pas quelle solution on aura ou on aurait pour faire changer ça, mais c'est pour moi une déception. Je vous donnerai un dernier exemple. Une des situations les plus dures qui m'a été donnée de vivre en tant que président de la fédération, c'est sur le vapotage. Et il n'y a pas de secret. Si on pourrait dire une certaine pression a été mise sur ma personne et au-delà sur la fédération, c'est parce que nous avions, sur un point précis, attaqué un texte réglementaire en portant plainte symboliquement contre une mesure sur le vapotage.
voilà, qui brimerait le vapotage. C'était quand même pas, enfin, ouais, on est sur le vapotage, on n'est pas. Eh bien, on voit bien la crispation à l'idée même qu'on puisse faire exister une pratique qui ne serait ni, voilà, qui serait dans un entre-deux. Ce n'était pas pensable pour un certain nombre d'acteurs de la politique publique. Voilà.